Nous poursuivons notre partie sur la gestion des archives courantes et intermédiaires et nous allons nous attarder plus particulièrement sur le plan de classement et donc la notion de classement niveau par niveau. On vous rappelle les différents niveaux de classement sur cette illustration. Également que les méthodes et les bonnes pratiques en matière de plan de classement sont similaires, voire identiques, qu'il s'agisse finalement d'archives papier ou électroniques. Les arborescences de dossiers et les fichiers que vous stockez sans doute sur votre ordinateur répondent à une logique, faire en tout cas qu'ils sont classés. On retrouve donc dans ces différents niveaux de classement le niveau du document isolé, la pièce archivistique la plus petite, le dossier dans lequel on trouvera ces documents isolés, ces mêmes dossiers qui seront classés en séries, et ces séries qui constitueront le fonds d'archives, l'ensemble des séries d'archives. Plusieurs manières existent d'envisager le classement des documents. Une des premières manières serait le classement selon la nature du document. Donc par exemple, on pourrait avoir affaire à des PV de réunion, de la correspondance, des circulaires, etc. La difficulté, c'est de trouver le fil d'une affaire qui a été traitée, dont les documents seraient fragmentés dans plusieurs séries en fonction de leur nature. Exemple, si un cahier des charges est séparé de ses offres, des factures et des inspections, des rapports d'inspection chantier, il sera évidemment beaucoup plus difficile de retracer l'historique d'un dossier. On peut également envisager de classer les documents selon une affaire ou une procédure administrative dès lors. Le dossier devient la caisse dossier, le niveau du dossier devient le dossier de construction, le dossier du procès, etc. etc. L'avantage, c'est qu'on reconstitue facilement tout le fil de l'affaire. Maintenant, il faut aussi penser que certains supports ont des conditions de concentration différentes et qui peuvent être séparés du reste du fond. Il faut envisager de savoir comment s'y retrouver dès lors. Enfin, on peut classer les documents selon le sujet ou le thème. Donc, on pourrait très bien avoir des dossiers qui concernent une personne, qui concernent un lieu, un événement. Ça pourrait par exemple être le cas de dossiers médicaux, des dossiers du personnel, etc. Mais les documents ne sont pas toujours reçus ou produits que dans le cadre d'une seule affaire. Dès lors, comment faire les liens? Après avoir considéré les possibilités de classement au niveau des unités, des pièces d'archives, des documents, penchons-nous plus avant sur les manières d'envisager le classement des dossiers en série. On peut par exemple envisager le classement des dossiers par chronologie. Exemple, la chronologie d'une correspondance reçue, la chronologie de toutes les factures, des PV, etc. Bon, la méthode est simple, mais quelle date d'événement prend-on en compte? La date d'ouverture, la date de clôture. Donc la difficulté finalement, c'est que ça pourrait ne pas toujours être pertinent et que si on ne connaît pas la date, il faudra quand même mettre en place d'autres instruments d'accès. Une possibilité de classement des dossiers, ce serait le classement alphabétique. Donc, je reviens avec l'exemple des dossiers du personnel ou des dossiers des fournisseurs, par exemple. On les range simplement par ordre alphabétique. C'est simple, l'accès est via les noms. La difficulté, c'est si un dossier concerne plusieurs matières, s'il y a des problèmes de synonymie, et aussi, si ce sont des dossiers qui sont toujours évolutifs, de prévoir l'espace d'accroissement des dossiers qui n'ont pas encore été clôturés. On peut encore opter pour un classement des dossiers numériques, par numéro d'affaires judiciaires, par numéro du membre du personnel, etc. Ça reste très simple, mais il faudra prévoir des instruments de recherche par sujet. On peut aussi penser à un classement des dossiers systématique, méthodique, et utiliser un cadre de classement existant. Comment va-t-on s'y prendre pour décider de la meilleure méthode de classement interne d'une série? On peut adapter la méthode de classement à la méthode de travail du service concerné. On peut aussi penser à l'éventuel tri des archives définitives, mais surtout, on va réfléchir à l'accès. L'accès, c'est valable pour tout projet, que ce soit des archives, une bibliothèque, etc. Vous devez penser à votre usager final. Comment aura-t-il besoin d'accéder aux archives et quelle information cherchera-t-il? Le plan de classement, c'est finalement une structure prédéfinie qui va définir le classement des archives courantes.
chaque entité dans l'organisme doit pouvoir classer les documents qu'elle produit au sein de cette structure logique. Cette manière logique et rationnelle de positionner les différents éléments les uns par rapport aux autres. On va donc pour ce faire partir du général au particulier et définir les mêmes critères de subdivision qui permettront de subdiviser toutes les rubriques d'un même niveau. Nous allons maintenant voir trois manières de procéder qui seront expliquées dans les slides suivants. Une selon les fonctions et activités d'une organisation, une selon sa structure, service par service, et une selon l'objet. Dans le cas du plan de classement fonctionnel, c'est-à-dire selon les domaines d'activité et les fonctions de l'organisme, on va par exemple se pencher sur une des missions menées par l'organisation, une des missions étant par exemple la gestion du personnel. Au sein de cette mission de gestion du personnel, on va essayer d'identifier des fonctions, par exemple la fonction de, vous savez, il y aura celui qui va gérer les salaires, etc. Et il y aura celui qui va recruter les nouveaux collaborateurs. Et au sein de cette fonction recrutement, il y aura l'activité ou la tâche qui consiste en le recrutement des collaborateurs et donc la procédure du recrutement. On aura donc un classement qui va aller du général au particulier, la mission générale, la fonction et l'activité en particulier. Les avantages de cette façon de procéder, c'est que c'est axé processus ou activité et que donc c'est vraiment adapté au contexte de production et d'utilisation. Les inconvénients, c'est que c'est complexe à implémenter parce que c'est assez abstrait, donc il faut avoir un certain recul. Le plan de classement structurel, lui, suit les structures administratives existantes du producteur. Donc, en fait, il va être basé sur l'organigramme de l'organisme. On va donc avoir la division ABC, au sein de la division un service, et au sein du service un bureau. Les avantages de ce plan de classement, c'est qu'il est facile à mettre en place parce qu'en fait, il est basé sur l'organisation existante. Et donc, le personnel va le comprendre très aisément. Par contre, dès qu'il y aura une structure dans l'organisme, il faudra l'adapter. Et que fait-on finalement des dossiers qui sont traités par plusieurs services? Le dernier plan de classement, le plan de classement thématique ou systématique, vise à un classement des archives par objet, par matière traitée, par thème. Un même sujet, c'est une même rubrique. Par exemple, on aurait à un niveau plus général l'emploi, dans ce niveau plus général les contrats, et puis dans ces contrats le personnel statutaire. Les avantages, c'est qu'il n'est pas du tout dépendant du contexte administratif, mais les désavantages, c'est qu'un document peut avoir plusieurs thèmes différents et qu'il peut y avoir de la subjectivité dans le choix des thèmes. Un peu comme de l'indexation finalement. On doit tendre au moins de subjectivité possible. Alors, comment finalement décider du meilleur type de classement à adopter? On rappelle que dans la définition des archives, ce sont des documents qui sont produits par un organisme dans l'exercice de ses fonctions et activités. Vous aurez donc compris qu'on préférera un plan de classement fonctionnel. Petites informations sur lesquelles il est important de se pencher, c'est ce que n'est pas un plan de classement. Un plan de classement, on l'a vu, il permet d'organiser et de structurer le fonds. Le plan de classement ne permet pas de connaître la composition d'un fonds ni d'identifier les documents possédés. Finalement, c'est le même principe qu'un plan de classement utilisé en bibliothèque. Donc, on va mettre en place un instrument de recherche qui va permettre d'identifier les pièces. Cet instrument de recherche, c'est l'inventaire. Si on veut faire une comparaison, en bibliothèque, on vous proposerait un catalogue. Pour identifier chaque dossier au sein du plan, il est important d'utiliser des codifications et des codations au niveau de la pièce. Par exemple, la codification, chaque subdivision, chaque rubrique va posséder un code unique. Je dis par exemple, chaque subdivision, chaque rubrique va posséder un code unique. Un exemple, 1A1, 3D2, etc., etc. La cotation, c'est la cote que va recevoir chaque dossier, chaque pièce. Et donc un exemple de code qu'on pourrait retrouver plus une cote, ce serait donc de combiner à la fois la codification pour la subdivision et la rubrique,
et puis la cotation qui détermine le dossier ou la pièce. On pourra joindre un index sujet au plan de classement pour en faciliter l'utilisation. Alors, une fois que le plan de classement intellectuel sera déterminé, il faudra aussi s'atteler au rangement physique. Le rangement physique ne va pas devoir forcément refléter le plan de classement. On va pouvoir envisager différents types de rangements, et d'ailleurs dans certains centres d'archives, vous serez peut-être amené à ranger selon le type de support, parce qu'on ne conserve pas du papier comme on conserve les CD, selon la taille, parce que par exemple si vous avez des cartes, ça ne se conserve pas aussi simplement que des cartes postales. Hein. Si vous avez des plans géographiques, les cartes postales, ce sont des choses différentes. Néanmoins, on va pouvoir distinguer différentes sortes de rangements. Et donc il y a le rangement méthodique, qui va être tout à fait identique au plan de classement, mais qui prévoit quand même un espace d'accroissement. Vous avez le rangement continu, qui est simplement un rangement par ordre d'arrivée. Hein, donc un document qui arrive est rangé à la suite de l'autre, mais il est alors nécessaire de prévoir les instruments d'accès. Donc il faut pouvoir faire correspondre la cote du document et la localisation dans ces cas-là. Et vous avez enfin les rangements combinés, où par exemple on va ranger selon le plan classement, mais par année. Alors, je vous rappelle que le versement, c'est une opération matérielle et une procédure administrative qui consiste en ce que la gestion d'archives soit transférée à un service d'archives. On va pour ce faire remplir un bordereau de versement qui est finalement une pièce justificative de l'opération de versement et qui comporte le relevé détaillé des documents ou des dossiers qui sont remis à un service d'archives par un service versant. Donc finalement, le bordereau de versement, c'est à la fois un procès-verbal de la prise en charge et un instrument de recherche. Donc pour le producteur, le plan de classement, c'est un outil de gestion et d'accès à ces archives quand il les héberge, mais c'est aussi un élément qui va faciliter la conception des bordereaux de versement au service d'archives définitives, puisque le bordereau pourra comprendre ce plan de classement. On en saura plus au chapitre 4. Nous voilà au tableau de tri. Le tableau de tri, c'est un outil très important, très utile quand on doit gérer les archives courantes et intermédiaires. Le tableau de tri, c'est l'outil qui permet de nommer systématiquement des catégories d'archives qui sont produites par un producteur et qui va mentionner les indications relatives à leur traitement, à leur conservation, à leur communication pendant les différentes phases d'utilité des archives. On peut aussi parfois l'appeler tableau de gestion, et en fait, il se construit sur base de la structure du plan de classement. Pour créer un tableau de tri, il sera nécessaire d'avoir un plan de classement. Il sera nécessaire aussi d'aller se pencher sur les publications de votre institution, vous entretenir avec le personnel, etc. Car l'idée, c'est d'analyser le fonctionnement de l'organisation et de recueillir des avis, pour ensuite les confronter avec les chefs de service, etc. et voir si ce que vous proposez comme tableau de tri, sur base des informations recueillies, correspond aux besoins de l'institution. Ce tableau de tri, il sera réévalué à échéance régulière. Alors de quoi se compose ce tableau de tri? De différents éléments qui sont repris ici, donc la codification de la série d'archives, l'intitulé de la série d'archives, le type de documents qui sont concernés, les dates extrêmes de production des documents, le délai minimum de conservation à partir de la clôture du dossier, le sort final, est-ce que c'est à conserver, à trier, à éliminer, et des remarques éventuelles. La codification de la série d'archives, selon la fonction, l'activité, le service, etc. Donc c'est basé sur le type de plan de classement que vous aurez mis en place, dont on a déjà parlé précédemment. L'idée de cette composition de tableau de tri, c'est aussi de nous donner un aperçu de la forme rédactionnelle d'une série et de la définition de son contenu. On peut retrouver d'autres informations utiles dans ce tableau de tri, comme la personne responsable des archives, le lieu où elles sont conservées, le support sur lequel elles sont conservées, les droits d'accès, etc. Évidemment, tout ça différera selon les situations dans lesquelles vous vous trouvez.
Alors, nous avons vu qu'il fallait indiquer les délais de conservation des archives dans ce tableau de tri et quels sont les éléments qui vont influencer ces délais de conservation. On va avoir d'une part l'utilité administrative, mais aussi les lois et les règlements, et la valeur patrimoniale des documents. L'utilité administrative, il faut savoir que les versions officielles n'ont pas la même valeur que des copies de dossiers. La valeur patrimoniale, il faut savoir que dans la mesure où les documents constituent un témoignage pertinent de l'histoire de l'institution et de son évolution, et du développement de ses activités, ils seront plus ou moins importants. Alors, imaginons qu'on a un dossier d'employé devant nous. Quelle est son utilité administrative? On sait en tout cas que ce dossier sera utile aussi longtemps que l'employé sera au service de l'institution. Au niveau des lois et des règlements, tant que l'institution aura des obligations à l'égard de son employé, le dossier devra être conservé. Et enfin, la valeur patrimoniale des documents. Est-ce qu'on parle vraiment ici d'un intérêt historique? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a un intérêt statistique? Peut-être que là, il faudra faire un échantillonnage parmi les dossiers. Un cas concret qui est disponible en ligne, c'est celui réalisé par Amandine Chagnot et Nicolas Delpierre, qui se sont penchés sur les archives des établissements d'enseignement supérieur en Belgique francophone, en haute école et en université. Ce qui est intéressant, c'est qu'il concerne notamment la haute école dans laquelle vous faites vos études, et donc l'idée, c'est de savoir combien de temps on doit conserver vos bulletins, comment les dossiers des étudiants devraient-ils être classés les uns par rapport aux autres, etc., etc. Et donc, dans ce document, on répond aux questions qu'on s'est précédemment posées, donc c'est-à-dire qu'on se rend compte que pour vos dossiers étudiants, ils sont conservés 75 ans et ils sont classés sur base de votre année de naissance, ce qui permet au secrétariat d'identifier facilement les dossiers les plus vieux. Et on se retrouve pour la dernière fois de ce chapitre sur les documents numériques.